Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les livres les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! La maison d'édition AB Publishing présente Timothy Ferriss. 4 heures pour un corps d'enfer. Perte de poids, performance sexuelle, comment devenir un surhomme. Lu par Jérôme Carrette. Cher auditeur, ce livre contient le fichier avec l'information supplémentaire. Vous pourrez le trouver sur notre site ab-publishing.net. Bonne écoute. Avertissement de l'auteur. Ne commettez pas une sottise irréparable. Si vous mouriez, nous en serions, vous et moi, tout aussi navrés. Consultez un médecin avant de suivre le programme de ce livre. Avertissement de l'éditeur. Le contenu de cet ouvrage a uniquement un objectif informatif. Chaque situation individuelle étant particulière, vous devez consulter un médecin avant d'entreprendre le régime, les exercices et les techniques présentées ici. L'auteur et l'éditeur déclinent expressément toute responsabilité pour tout accident ou dommage survenu à la suite de l'utilisation ou de l'application des informations contenues dans ce livre. À mes parents, qui ont appris à un gamin turbulent que ne pas faire comme les autres a du bon, je vous adore et je vous dois tout. Maman, désolé pour mes expériences délirantes. Soutenez la science positive. 10% des droits de l'auteur sont reversés à des recherches scientifiques, notamment à l'excellent hôpital pour enfants Saint-Jude. Commencez ici. Plus mince, plus musclé, plus rapide, plus fort. Comment utiliser ce livre? L'histoire garde-t-elle en mémoire tous les cas où la majorité a eu raison? Robert Heinlein. J'aime les expérimentations imprudentes. Je ne cesse d'en faire. Charles Darwin. Mountain View, Californie, 22h, vendredi. Le Shoreline Amphithéâtre était en délire. Plus de 20 000 personnes étaient venues dans la plus grande salle de concert de la Californie du Nord pour écouter Nine Inch Nails à fond les ballons lors de ce que l'on considérait comme leur dernière tournée. En coulisses, on se livrait à des activités beaucoup plus inhabituelles. Mec, je vais aux toilettes et je vois la tête de Tim qui monte et descend au-dessus de la cloison. Il était en train de faire des flexions. Glenn, un ami vidéaste, a éclaté de rire en reproduisant ma technique. Entre nous, ses cuisses auraient dû être plus parallèles. 40 flexions pour être exact, ai-je précisé. Kevin Rose, fondateur de Diggs, l'un des 500 sites web les plus fréquentés du monde, s'est mis à rire et à lever sa bière. Moi, en revanche, j'avais hâte de passer à la suite du repas. En 45 minutes, j'avais consommé presque 2 pizzas au poulet et 3 poignées de fruits secs, le tout représentant 4400 calories. C'était mon 4e repas de la journée. Le petit déjeuner ayant consisté en 2 verres de jus de pamplemousse, une grande tasse de café à la cannelle, 2 pains au chocolat et 2 pains aux amandes et raisins. La partie la plus intéressante de l'histoire est survenue longtemps après que Trent Reznor a eu quitté la scène. Environ 3 jours plus tard, j'ai analysé mon pourcentage de masse grasse avec un appareil à ultrasons conçu par un physicien du laboratoire national de Lawrence Livermore. D'après le graphique, j'étais passé de 11,9% à 10,2%, soit une diminution de 14% de ma masse grasse totale, et cela en 14 jours. Comment? Grâce à des doses régulières d'ail, de sucre de canne et d'extrait de thé, entre autres. Le procédé n'était ni déplaisant ni difficile. De petits changements d'habitude, c'est tout ce qu'il m'a fallu. 2 minuscules changements qui, un par un et en étant combinés, ont produit d'énormes modifications. Vous voulez prolonger l'action de ce brûle-graisse qu'est la caféine? La naringine, une formidable petite molécule flavonoïde contenue dans le jus de pamplemousse, est là pour ça. Vous voulez vous lancer sans risque dans votre beuverie hebdomadaire? Ajoutez simplement un peu de cannelle à vos viennoiseries du matin et le tour est joué. Vous souhaitez abaisser votre taux de glucose sanguin pendant 60 minutes, le temps de vous goinfrer de glucides sans culpabiliser? Il y a une demi-douzaine de solutions. Mais perdre 2% de masse grasse en 2 semaines? Comment est-ce possible?
puisque de nombreux médecins prétendent qu'il est impossible de perdre plus d'1 kilo de graisse par semaine. Voici la triste vérité, on n'a jamais vérifié sur le terrain si la plupart des règles avaient des exceptions. Vous pensez que vous ne pouvez pas modifier votre type de fibre musculaire? Bien sûr que si, et au diable la génétique. Diminution des calories? C'est incomplet dans le meilleur des cas. J'ai perdu de la masse grasse tout en me goinfrant. Loués soient les gâteaux. Mais la liste s'allonge. Il est évident que les règles nécessitent d'être un peu réécrites. C'est le but de ce livre. Journal d'un fou. Le printemps 2007 a été un moment passionnant pour moi. Mon premier livre, après avoir été refusé par 26 éditeurs sur 27, venait d'entrer dans la liste des best-sellers du New York Times. Il devint quelques mois plus tard numéro 1 sur la liste business. Personne n'était plus stupéfait que moi. Un matin particulièrement beau, à San José, j'ai donné ma première interview par téléphone pour un grand média à Clive Thompson, du magazine Wired. Avant d'aborder les questions sérieuses, je l'ai prié de m'excuser si j'avais l'air un peu sonné. Je l'étais. Je venais de terminer un entraînement de 10 minutes à jeun, suivi d'un double expresso. C'était une nouvelle expérience, destinée à faire descendre mon taux de masse grasse à un seul chiffre grâce à 2 séances de sport par semaine. Clive voulait me parler d'email et de sites comme Twitter. Avant de commencer, poursuivant sur le sujet de l'entraînement, j'ai plaisanté en disant que les grandes peurs de l'homme moderne étaient au nombre de 2. Recevoir trop d'emails et grossir. Clive a acquiescé en riant, puis nous avons continué. L'interview s'est bien passée, mais cette blague improvisée m'est restée. Je l'ai répétée des dizaines de fois durant le mois suivant, et invariablement, les gens ont acquiescé en riant. Il fallait apparemment que j'écrive un autre livre, celui que vous avez entre les oreilles. Les gens pensent que je suis obsédé par la gestion du temps, mais ils ignorent mon autre obsession, bien plus légitime et ridicule. J'ai gardé la trace de tous les entraînements que j'ai faits depuis l'âge de 18 ans. J'ai effectué plus de 1000 analyses sanguines depuis 2004 pour évaluer les lipides, l'insuline, l'hémoglobine A1C, l'IGF-1 et la testostérone libre. J'ai fait importer d'Israël des hormones de croissance à base de cellules souches pour réparer des blessures irréversibles, et je suis allé voir des cultivateurs de thé en Chine pour discuter des effets du pu'er sur la diminution du taux de lipides. Au final, j'ai dépensé plus de 250 000 $ en tests sur 10 ans. Tout comme certains acquièrent du mobilier d'avant-garde ou des œuvres d'art pour décorer leur maison, j'ai des oxymètres, des appareils à ultrasons et du matériel médical pour tout mesurer, depuis la réaction galvanique cutanée jusqu'au sommeil paradoxal. Ma cuisine et ma salle de bain ressemblent aux urgences d'un hôpital. Si vous trouvez que c'est de la folie, vous avez raison. Heureusement, vous n'avez pas besoin de devenir un cobaye pour bénéficier de mes conseils. Ces 2 dernières années, des centaines d'hommes et de femmes ont testé les techniques décrites dans ce livre, 4 heures pour un corps d'enfer, et j'ai suivi leurs résultats pour créer des graphiques. 194 personnes pour ce livre. Beaucoup ont perdu plus de 10 kilos de graisse durant le premier mois d'expérience, et pour la grande majorité, c'était la première fois qu'ils y parvenaient. Pourquoi l'approche de 4 heures fonctionne-t-elle alors que les autres échouent? Parce que les changements demandés sont infimes ou simples, et souvent les deux à la fois. Il est impossible de commettre une erreur. De plus, les résultats vous poussent à continuer. Et comme ils sont visibles, rapides et nettement mesurables, l'autodiscipline n'est plus nécessaire. Je peux résumer en 4 lignes tous les régimes les plus courants. Prêt? Manger plus de légumes, manger moins de graisses saturées, faire plus de sport et brûler plus de calories, manger plus d'acides gras oméga 3. Nous ne ferons rien de tout cela. Pas parce que ces régimes ne fonctionnent pas, cela marche jusqu'à un certain point. Mais ils ne vous vaudront pas l'admiration et la stupéfaction de vos amis. Pour cela, il faut une approche entièrement différente. L'outsider. Soyons clairs, je ne suis ni médecin ni diplômé. Je suis un accumulateur méticuleux de données qui connaît bon nombre des meilleurs sportifs et scientifiques au monde. Et cela me met dans une situation assez peu banale. Je suis en mesure de puiser dans des disciplines qui communiquent rarement et de tester des hypothèses en mettant en pratique le genre d'expérience que les médecins déconseillent, même si leur aide en coulisses est indispensable. En remettant en question les idées reçues
il est possible de tomber sur des solutions simples et surprenantes à des problèmes qui se posent depuis longtemps. Excès de graisse? Essayez les protéines à heure fixe et le jus de citron avant les repas. Manque de masse musculaire? Essayez le gingembre et la choucroute. Insomnie? Essayez d'augmenter les graisses saturées et l'exposition au froid. Ce livre contient les découvertes de plus de 100 scientifiques, experts de la NASA, médecins, athlètes olympiques, entraîneurs sportifs professionnels, détenteurs de records du monde, soigneurs de grandes équipes et même anciens entraîneurs des pays de l'Est. Vous croiserez certains des spécimens les plus incroyables, notamment des comparaisons avant-après. Je n'ai pas une carrière universitaire à préserver à tout prix, et c'est une bonne chose. Comme me l'a dit un jour un médecin d'une grande université, nous avons entraîné des sportifs pendant 20 ans en évitant les risques. J'aimerais bien faire quelques expériences, mais je risquerais tout ce que j'ai construit en 20 ans si je le faisais. Il me faudrait une immunité. L'université ne le tolérerait jamais. Puis il a ajouté « Vous pourriez jouer en outsider ». Il avait raison, pas seulement parce que je n'ai aucun prestige à perdre, mais aussi parce que j'ai fait partie de ce milieu. De 2001 à 2009, j'ai été le PDG d'une entreprise de compléments alimentaires sportifs implantée dans plus d'une douzaine de pays. Et si je suivais les règles, il est devenu évident que ce n'était pas le cas de beaucoup d'autres. Ce n'était pas l'option la plus profitable. J'ai vu des mensonges éhontés sur des notices diététiques, des responsables budgéter les amendes en prévision de procès et, bien pire encore, au sein des marques les plus connues. Même s'il y a, bien sûr, de rares entreprises sérieuses respectant la déontologie. Je sais comment et où les consommateurs sont trompés. Les astuces les plus courantes du milieu des compléments alimentaires, résultats faussés d'essais cliniques et étiquetage créatif, n'en sont que 2 exemples, sont presque les mêmes que dans les grands laboratoires pharmaceutiques. Je vais vous apprendre à repérer la fausse science et, par la même occasion, à éviter les mauvais conseils et les mauvais produits. Je précise que je n'ai aucun intérêt financier dans les compléments que je recommande dans ces pages. Si vous achetez quoi que ce soit à partir des liens Internet mentionnés ici, une commission est versée directement à l'organisation à but non lucratif donorschoose.org, qui finance des écoles. Un soir de l'automne 2009, je mangeais un cassoulet au confit de canard avec la doctoresse Lee Wolfer à San Francisco. Le vin coulait à flot, et je lui ai fait part de mon envie de retourner à Berkeley ou Stanford pour faire un doctorat en biologie. J'avais étudié la neurologie à Princeton et je rêvais d'un titre de docteur. Lee publie régulièrement ses recherches dans des journaux scientifiques et a fréquenté les meilleures universités du pays. Elle s'est contentée de lever son verre avant de me répondre « Tim, vous pourriez en faire bien davantage à l'extérieur du système que dedans. » Un homme laboratoire. Bon nombre de ces théories ont été anéanties quand une expérience décisive a mis au grand jour leur fausseté. En conséquence, dans toute science, le travail de base est accompli par l'expérimentateur qui doit corroborer les théoriciens. Michio Kaku, Hyperspace, théoricien de la physique et co-auteur de la théorie des cordes. La plupart des progrès dans l'amélioration de la performance et de l'apparence commencent avec des animaux et suivent la courbe de diffusion suivante. Chevaux de course, patients malades du sida, en raison de la perte de masse musculaire, et culturistes, sportifs de haut niveau, population riche, commun des mortels. Le dernier passage des riches aux gens ordinaires peut prendre 10 à 20 ans. Quand il se produit, c'est rarement le cas. Je ne vous suggère pas de commencer à vous injecter des substances bizarres, jamais testées sur des êtres humains. En revanche, j'affirme que des organismes gouvernementaux, le département américain de l'agriculture et la FDA, la Food and Drug Administration, ont au moins 10 ans de retard dans les recherches actuelles et au moins 20 ans dans les études irréfutables sur le terrain. Il y a plus de 10 ans, Paul, un de mes amis, a subi après un accident de voiture un traumatisme cérébral qui fit baisser sa production de testostérone. Malgré les traitements, crèmes, gels, injections et la consultation de dizaines d'endocrinologues, il souffrait toujours des symptômes causés par un faible taux de testostérone. Tout a changé, littéralement du jour au lendemain, lorsqu'il a opté pour l'énanthate de testostérone, un ester rarement utilisé par la profession médicale américaine. Qui le lui avait suggéré ? Un culturiste avisé qui connaissait le fonctionnement de sa biochimie.
Cela n'aurait rien dû changer à sa situation, ce fut pourtant le cas. Les médecins profitent-ils des 50 années d'expérience accumulées par les culturistes professionnels qui ont testé et même synthétisé des esters de testostérone? Non. La plupart des médecins considèrent les culturistes comme des amateurs, et les culturistes considèrent les médecins comme trop timorés pour oser la moindre innovation. À cause de cette séparation de l'expertise, les uns et les autres se privent de meilleurs résultats. Confier votre santé au plus gros gorille de votre salle de sport est une mauvaise idée, mais il faut cependant se risquer hors des sentiers battus. Malgré les incroyables progrès de la médecine dans certains domaines au cours du siècle dernier, l'espérance de vie d'un homme sexagénaire n'a augmenté que de 6 ans. Moi, j'ai l'intention d'arriver à 120 ans tout en mangeant les meilleures côtes de bœuf que je trouverai. J'en parlerai plus loin. Disons simplement que pour des solutions qui sortent de l'ordinaire, il faut chercher dans des endroits qui sortent de l'ordinaire. L'avenir est déjà là. Pourtant, même si des essais cliniques adéquats sur l'obésité étaient financés, il faudrait attendre les résultats entre 10 et 20 ans. Aurez-vous cette patience? J'espère que non. Maintenant, une bonne nouvelle. Avec un peu d'aide, il n'a jamais été plus facile de recueillir quelques données, moyennant un coût modique, les étudier, sans formation préalable, et procéder à de petites modifications qui produisent des résultats incroyables. Des diabétiques de type 2 arrêtant leur traitement 48 heures après avoir radicalement modifié leur régime alimentaire? Des personnes âgées clouées dans leur fauteuil qui recommencent à marcher après 14 semaines d'entraînement? Ce n'est pas de la science-fiction, cela arrive de nos jours. Comme le disait William Gibson, l'inventeur du terme cyberespace, l'avenir est déjà là, il est simplement réparti de manière inégale. La loi des 80-20, de Wall Street à la machine humaine. Ce livre est conçu pour vous donner les 2,5% des outils les plus importants dont vous avez besoin pour recomposer votre organisme et améliorer sa performance. Une brève anecdote historique peut expliquer ce chiffre étrange de 2,5%. Wilfredo Pareto, 1848-1923, était un économiste et sociologue controversé. Son œuvre passionnante, Manuel d'économie politique, présentait une loi de la répartition des richesses qui allait plus tard porter son nom, loi de Pareto ou optimum de Pareto. Elle est mieux connue sous le nom de loi des 80-20. Pareto démontra une répartition fortement inégale de la richesse dans la société. 80% des richesses sont produites et possédées par 20% de la population. Il démontra également que ce principe pouvait être observé presque partout et pas seulement en économie. Par exemple, 80% des petits pois du jardin de Pareto étaient produits par 20% des pieds qu'il avait plantés. Dans la pratique, la loi des 80-20 est souvent beaucoup plus disproportionnée. Par exemple, pour parler l'espagnol couramment, vous avez besoin d'un vocabulaire actif d'environ 2500 mots fréquemment utilisés. Cela vous permettra de comprendre plus de 95% de toute conversation. Parvenir à comprendre 98% exigerait au moins 5 ans de pratique et non 5 mois. Faites le calcul, 2500 mots, c'est tout au plus 2,5% des 100 000 mots auxquels on estime le vocabulaire espagnol. En d'autres termes, 2,5% de la matière totale du sujet fournissent 95% des résultats désirés. Ces mêmes 2,5% apportent seulement 3% de bénéfices en moins qu'en investissant 12 fois plus d'efforts. Ces 2,5% incroyablement précieux sont la clé, le levier d'Archimède pour ceux qui veulent les meilleurs résultats en un minimum de temps. Toute l'astuce consiste à trouver ces 2,5%. Le philosophe Nassim Taleb a remarqué une importante différence entre le langage et la biologie que j'aimerais souligner. Le premier est très connu et la seconde très peu connue. Donc, nos 2,5% ne sont pas 2,5% d'un corpus de connaissances parfaitement fini, mais les 2,5% les plus importants de ce que nous connaissons pour le moment. Je n'ai pas pour intention que ce livre soit un traité exhaustif sur le corps humain. Mon objectif est de vous faire part des 2,5% qui produisent 95% des résultats en termes de remodelage rapide du corps et d'amélioration des performances. Si vous êtes déjà à 5% de masse grasse ou que vous soulevez 180 kg à la presse, vous faites partie du 1% supérieur des êtres humains et vous ne pouvez espérer que des améliorations minimales. Ce livre
et pour les 99% restants, qui peuvent connaître des améliorations presque incroyables en une période très courte. Les 5 règles pour utiliser ce livre. Il importe que vous respectiez 5 règles pour utiliser ce livre. Si vous n'en tenez pas compte, ce sera à vos risques et périls. Règle numéro 1. Considérez ce livre comme un buffet. Ne l'écoutez pas du premier au dernier chapitre. La plupart des auditeurs n'auront pas besoin de plus de quelques chapitres pour se réinventer. Choisissez les chapitres qui s'appliquent le mieux à vous et laissez le reste de côté pour le moment. Pour commencer, choisissez un objectif d'apparence et un de performance. Les seules sections obligatoires sont fondamentaux et points de départ. Voici certains des objectifs les plus courants avec les chapitres correspondants à écouter dans l'ordre donné. Diminution rapide de la masse grasse. Tous les chapitres de fondamentaux, tous les chapitres de points de départ, régime glucide lent 1 et 2, un postérieur parfait, total de pages, 100. Gain rapide de masse musculaire. Tous les chapitres de fondamentaux, tous les chapitres de points de départ, du geek au fric, protocole Oka 1 et 2, total de pages, 100. Gain rapide de puissance. Tous les chapitres de fondamentaux, tous les chapitres de points de départ, surhomme sans effort, force pure, faible gain de masse, prééducation, total de pages, 100. Sensation rapide de bien-être. Tous les chapitres de fondamentaux, tous les chapitres de points de départ, tous les chapitres de une meilleure vie sexuelle, tous les chapitres de un sommeil parfait, réparation des blessures permanentes, et quand vous aurez choisi votre objectif, lancez-vous. Ensuite, dès que vous vous êtes engagé à un plan d'action, revenez au livre quand vous le souhaitez et explorez. Chaque chapitre proposant des conseils pratiques applicables immédiatement, n'écartez rien en vous fondant seulement sur le titre. Même si vous êtes un mangeur de viande, comme moi, vous tirerez profit de « La machine sans viande ». Le tout, c'est de ne pas écouter ce livre en entier d'un seul trait. Règle numéro 2. Sautez les passages scientifiques si c'est trop compliqué. Il n'est pas nécessaire d'être un scientifique pour écouter ce livre. Cependant, pour les amateurs et les curieux, j'ai incorporé un ensemble de détails intéressants. Ils peuvent améliorer vos résultats, mais il n'est pas indispensable de les écouter. Ces sections sont des encadrés intitulés « Coin du spécialiste ». Même si la science vous a rebuté jusqu'ici, je vous encourage à jeter une oreille sur ces encadrés. Quelques-uns au moins vous amuseront, vous surprendront et amélioreront vos résultats d'environ 10%. Mais si vous vous sentez dépassé, passez-les, puisqu'ils ne sont pas indispensables pour obtenir les résultats que vous recherchez. Règle numéro 3. Soyez sceptique. Ne partez pas du principe que quelque chose est vrai parce que je l'affirme. Comme aime à le dire le légendaire Dr Timothy Noakes, auteur et co-auteur de plus de 400 articles scientifiques, la moitié de ce que nous savons est faux. Le problème est que nous ne savons pas laquelle. Tout dans ce livre fonctionne, mais j'ai certainement mal compris certains mécanismes. En d'autres termes, j'estime que la méthode est fiable à 100%, mais que certaines des raisons pour lesquelles elle marche se révéleront erronées quand nos connaissances seront plus avancées. Règle numéro 4. N'utilisez pas le scepticisme comme prétexte pour ne pas agir. Comme me le disait ce bon Dr Noakes, concernant un régime d'entraînement olympique, il est possible que cette approche soit totalement fausse, mais c'est une hypothèse dont la fausseté vaut la peine d'être vérifiée. Il importe de chercher de telles hypothèses. La science se fonde sur des intuitions suivies d'essais et d'erreurs. Parfois, la prédiction se révèle juste dès le début. Le plus souvent, on commet des erreurs et on fait des découvertes inattendues. Si vous préférez rester sur le banc de touche et jouer les sceptiques à plein temps en vous abstenant d'agir tant qu'un consensus scientifique n'est pas trouvé, c'est votre choix. N'oubliez pas que le consensus est aussi difficile à trouver en science qu'en politique. Ne prenez pas le scepticisme comme une excuse pour ne rien faire ou ne pas vous donner de mal. Soyez sceptique, mais pour une bonne raison, parce que vous cherchez à tester dans la vraie vie l'option la plus prometteuse. Soyez proactivement sceptique, pas défensivement. Informez-moi si vous découvrez une nouveauté intéressante ou un fait qui me donne tort. Ce livre évoluera grâce à votre aide et à vos réactions. Règle numéro 5. Amusez-vous. Je présente dans ce livre de nombreuses expériences bizarres et des échecs pour le simple plaisir de l'anecdote. Quand tout n'est que fait,
il n'y a plus d'amusement. Une grande partie doit être écoutée comme le journal d'un fou furieux. Amusez-vous, ce qui me plaît le plus, c'est de partager les joies de l'exploration et de la découverte. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas d'un devoir scolaire. Avancez à votre rythme. Le secret de productivité du milliardaire est le style de vie expérimental. Comment devient-on plus productif ? Richard Branson a réfléchi un instant dans les murmures tropicaux de son oasis privée, Necker Island. 20 personnes captivées l'entouraient, se demandant comment un milliardaire répondrait à cette grande question, peut-être la plus cruciale de toutes. Le groupe avait été réuni par l'impresario Joe Polish pour aborder les options de croissance de la fondation caritative de Branson, Virgin Unite, l'un de ses nombreux nouveaux ambitieux projets. Le groupe Virgin représentait déjà plus de 300 entreprises, plus de 50 000 employés et un chiffre d'affaires annuel de 25 milliards de dollars. En d'autres termes, Branson avait personnellement édifié un empire dépassant le PIB de plusieurs pays en voie de développement. Il brisa le silence. En faisant du sport. Il était sérieux, faire du sport lui apportait au moins 4 heures de productivité supplémentaire par jour. 4 heures est conçu pour être bien plus qu'un livre. Je considère 4 heures comme un manifeste, un appel à un nouveau mode d'existence, le style de vie expérimental. C'est par vous-même, et non en suivant votre médecin ou un journal, que vous saurez ce à quoi vous réagissez le mieux. Les bénéfices vont bien au-delà du physique. Si vous comprenez suffisamment la politique pour élire un président, ou si vous avez déjà rempli une déclaration d'impôt, vous pouvez apprendre les quelques règles scientifiques les plus importantes pour transformer votre corps. Ces règles deviendront des amis en qui vous pourrez avoir une totale confiance. J'espère sincèrement, si vous n'êtes pas satisfait de votre physique, ou si vous êtes dérouté devant la multitude d'entraînements et de régimes, qu'il y aura un avant et un après 4 heures. Cela peut vous aider à accomplir ce que la plupart des gens considèrent comme des exploits surhumains. Qu'il s'agisse de perdre 50 kilos ou de retenir son souffle pendant 5 minutes, tout cela marche. Il n'y a pas de sacerdoce, il n'y a que des causes et des effets. Prenez place aux commandes. Alles mit Maß und Ziel. Tout est dans la modération et l'objectif. Timothy Ferris, San Francisco, Californie, 10 juin 2010. Pour le plaisir de l'écoute. Les analyses. Ce livre mentionne des dizaines d'analyses. Si vous voulez savoir comment faire analyser telle ou telle chose et par où commencer, la liste des analyses sera votre guide. Ce livre s'appuie sur des sources scientifiques. Il est aussi assez gros pour assommer un bébé phoque. Si vous voulez vraiment avoir mal au crâne, vous trouverez le lien web sur plus de 500 citations dans l'annexe, numéro 1. Ressources. Pour vous épargner d'autres migraines inutiles, toutes les longues adresses de sites web ont été remplacées par une URL qui vous amènera au bon endroit. Tout est clair ? Parfait. Allons faire des bêtises. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouveaux livres. Les fondamentaux avant toute chose. La dose efficace minimum. Des micro-ondes à la perte de masse grasse. La perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Antoine de Saint-Exupéry. Arthur Jones était un jeune enfant précoce, particulièrement passionné par les crocodiles. Il n'avait pas 12 ans qu'il avait déjà lu toute la bibliothèque médicale de son père. L'environnement familial y était peut-être pour quelque chose, puisque ses parents, son grand-père, son arrière-grand-père, son demi-frère et sa demi-sœur étaient médecins. Il allait devenir l'une des personnalités les plus influentes du monde de la science du sport. Il allait aussi devenir, pour beaucoup, un génie révolté. L'un des protégés de Jones, le docteur Ellington Darden, raconte l'anecdote suivante. En 1970, Arthur a invité Arnold Schwarzenegger et Franco Columbu chez lui, à Lake Ellen, en Floride, juste après l'élection de Mister Olympia 1970. Il les a conduits de l'aéroport dans sa Cadillac, Arnold devant et Franco derrière. Comme il y a une bonne douzaine de feux rouges entre l'aéroport et l'autoroute, c'était un trajet très saccadé.
Il faut savoir qu'Arthur était quelqu'un qui parlait fort et dominait toutes les conversations. Mais il n'arrivait pas à faire taire Arnold, qui babillait dans son jargon à moitié allemand. Au bout d'un moment, agacé, Arthur lui a demandé de se taire, mais Arnold a continué. Quand ils sont arrivés à l'autoroute, Arthur n'en pouvait plus. Il s'est garé et descendu de voiture, a fait le tour, ouvert la portière d'Arnold et l'a fait descendre en le prenant par le collet et en disant quelque chose comme « Écoute-moi bien du con, si tu les fermes pas, un bonhomme qui a 2 fois ton âge va te botter les fesses devant toutes les bagnoles qui passent. Essaye pour voir. » 5 secondes plus tard, Arnold s'était excusé, était remonté dans la voiture, puis s'était conduit comme un gentleman pendant les 3 ou 4 jours suivants. Jones piquait souvent des crises. Il était énervé par ce qu'il considérait comme des sottises dans tous les domaines de la science de l'entraînement et se défoulait en défiant les probabilités. Par exemple, en faisant prendre 28 kilos en 28 jours au champion de bodybuilding Cass Aviator, ou en entrant dans la liste des 400 hommes d'affaires de Forbes en fondant et en vendant le fabricant de matériel sportif Nautilus, dont les revenus annuels étaient estimés à 300 millions de dollars. Il ne supportait pas les concepts vagues dans les domaines scientifiques. En réponse à des chercheurs qui avaient tiré des conclusions sur la fonction musculaire en utilisant l'électromyographie, Arthur brancha leurs appareils sur un cadavre et bougea les membres de ce dernier pour enregistrer une activité de même type, c'est-à-dire la friction interne. Jones déplorait le peu de temps qui lui était imparti. À l'âge que j'ai, je ne connaîtrai pas de mon vivant la reconnaissance unanime. Mais elle arrivera parce que ce que nous faisons se fonde sur des lois élémentaires de la physique qu'on ne peut pas nier éternellement. Il décéda le 28 août 2007 de mort naturelle, à 80 ans, et toujours aussi ronchon. Jones a laissé un vaste héritage, dont l'un des éléments est la pierre angulaire de tout ce que nous allons voir, la dose efficace minimum. La dose efficace minimum. La dose efficace minimum, DEM, se définit simplement. C'est la plus petite dose capable de produire l'effet voulu. Jones appelait ce point critique la charge efficace minimum, puisqu'il s'intéressait exclusivement aux exercices avec des poids, mais nous l'appliquerons à la fois aux exercices et à l'alimentation. Ce principe est inspiré par le docteur Doug McDuff, qui a beaucoup publié sur le sujet et que nous retrouverons plus loin. En bref, tout ce qui dépasse la DEM est gâché. Pour faire bouillir de l'eau, la DEM est de 100 degrés Celsius au niveau de la mer. Une plus forte température ne donnera pas une eau plus bouillie. Elle consommera simplement plus d'énergie qui aurait pu être utilisée à quelque chose de plus productif. Si vous avez besoin de 15 minutes de soleil pour déclencher la sécrétion de mélanine, c'est votre DEM pour bronzer. Une durée supérieure est inutile et ne provoquera qu'un coup de soleil vous empêchant de retourner à la plage. Durant ce temps, disons une semaine, quelqu'un qui possède la même DEM de 15 minutes pourra caser 4 séances de bronzage de plus. Il sera 4 fois plus bronzé alors que vous serez revenu à votre pâleur habituelle. Pauvre petit. Dans les systèmes biologiques, dépasser la DEM peut figer le progrès pendant des semaines, voire des mois. Dans le contexte de la transformation du physique, 2 DEM fondamentales doivent rester présentes à l'esprit. Pour ôter l'excédent de masse grasse, faire le minimum nécessaire pour déclencher une cascade d'hormones spécifiques réduisant les graisses. Pour augmenter la masse musculaire, faire le minimum nécessaire pour déclencher les mécanismes de croissance locale, muscles spécifiques et systémiques endocriniennes. Faire tomber les dominos qui déclenchent ces 2 mécanismes exige étonnamment peu d'efforts. Ne compliquez pas les choses. Pour un groupe musculaire donné, comme les épaules, activer le mécanisme de croissance locale exige seulement 80 secondes de tension en utilisant 25 kg une fois tous les 7 jours par exemple. Ce stimulus, tout comme les 100 degrés Celsius nécessaires pour faire bouillir de l'eau, suffit à déclencher la production de certaines prostaglandines, facteurs de transcription et toutes sortes de réactions biologiques complexes. Que sont exactement les facteurs de transcription ? Vous n'avez pas besoin de le savoir. D'ailleurs, comprendre la biologie n'est absolument pas nécessaire, tout comme vous n'avez pas besoin d'être expert en radiation pour utiliser un four à micro-ondes. Il suffit d'appuyer sur les boutons dans un certain ordre pour que ça marche. Dans notre contexte, un objectif de 80 secondes est la seule chose que vous ayez besoin de comprendre, c'est le bouton. Si au lieu de 80 secondes, vous suivez un entraînement présenté dans un magazine,
disons arbitrairement 5 séries de 10 répétitions, cela équivaut à rester au soleil pendant 1 heure quand la DEM est de 15 minutes. Non seulement c'est du temps perdu, mais c'est très probablement idéal pour empêcher les progrès, voire les inverser. Les reins, par exemple, peuvent nettoyer le sang d'une quantité finie de déchets par jour, environ 450 millimoles par litre. Si vous vous entraînez pendant 3 heures et que votre système sanguin est aussi pollué qu'une grande ville à l'heure de pointe, vous avez toutes les chances de provoquer un embouteillage biochimique. Encore une fois, la bonne nouvelle est que vous n'avez pas besoin de connaître quoi que ce soit au système rénal pour utiliser cette information. Vous avez seulement besoin de savoir ceci: 80 secondes est la dose prescrite. Plus ne sera pas mieux. D'ailleurs, votre plus grand défi sera de ne pas en faire davantage. Non seulement la DEM donne les résultats les plus spectaculaires, mais elle le fait dans un temps minimum. Gardez à l'esprit les paroles de Jones. N'oubliez pas qu'il est impossible d'évaluer ou même de comprendre ce que nous ne mesurons pas. 80 secondes à 10 kg. 10 minutes d'eau à 12 degrés Celsius. 200 mg d'extrait d'alicilline avant le coucher. Tel est le genre de prescription auquel vous devez vous attendre, car c'est celui que je vais vous proposer. Des règles qui changent les règles. Tout ce qui est apprécié du plus grand nombre est faux. Oscar Wilde. Connaissez bien les règles afin de pouvoir les briser efficacement. Dalai Lama XIV. Quel ramassis de mensonges! Prendre 15 kilos en 28 jours exige un apport supplémentaire quotidien de 7000 calories. Il imagine que je vais croire qu'il a perdu 4% de masse grasse en absorbant 7000 calories. J'ai pris une longue gorgée de Malbec et relu le commentaire du blog. Ah, l'Internet. Il y en avait des centaines du même genre sur le post de ce blog, mais le fait demeurait, j'ai pris 15 kilos de muscles, perdu 2 kilos de graisse et abaissé mon cholestérol total de 222 à 147, tout cela en 28 jours, sans anabolisant ni statine. Toute l'expérience avait été suivie par le docteur Peggy Plateau, directrice du programme d'évaluation sport et fitness de l'Université de San José, qui utilisait des réservoirs de pesée hydrostatique, des instruments médicaux et un mètre ruban pour tout mesurer, de mon tour de taille à mon pourcentage de masse grasse. Combien de temps ai-je passé dans une salle de sport pendant ces 4 semaines ? 4 heures. 8 séances de 30 minutes. Les chiffres ne mentent pas. Mais la perte ou le gain de poids ne dépendent-ils pas de l'absorption et de l'élimination des calories ? Certes, c'est d'une séduisante simplicité, mais la fusion froide aussi. Sauf que cela ne fonctionne pas aussi simplement qu'on le souhaiterait. Comme le disait si bien le poète allemand Goethe, les mystères ne sont pas nécessairement des miracles. Pour réussir l'impossible, le tour du monde à la voile, battre le record du 1000 mètres, marcher sur la Lune, il faut ignorer ce qui est apprécié du plus grand nombre. Charles Munger, conseiller de Warren Buffett, l'homme le plus riche du monde, est connu pour la clarté inégalée de sa réflexion et un parcours quasiment sans tache. Comment a-t-il perfectionné son processus de pensée pour aider à construire une affaire de 3 trillions de dollars dans le Berkshire ? Voici la réponse. Il a mis en place des modèles mentaux ou des règles de base, souvent appelées cadres de travail heuristiques ou analytiques, tirés de disciplines extérieures à la finance, allant de la physique à la biologie. Entre 80 et 90 modèles ont aidé Charles Munger à développer, selon les termes de Warren Buffett, un esprit qui réagit en 30 secondes. Il va de A à Z d'un seul trait. Il perçoit l'essence de tout avant même que vous ayez terminé votre phrase. Charles Munger aime citer Charles Darwin. Même ceux qui ne sont pas des génies peuvent devancer le reste de l'humanité s'ils développent certaines habitudes de pensée. Dans 4 heures, suivre des modèles mentaux dérivés de diverses disciplines est ce qui distinguera vos résultats de ceux du reste de l'humanité. De nouvelles règles pour une transformation rapide. Aucun exercice ne brûle beaucoup de calories. Vous avez mangé un demi-biscuit au chocolat ? Aucun problème. Si vous êtes un homme de 100 kg, il vous suffit de monter 27 volées de marche pour brûler les calories. Coin du spécialiste. Autrement dit,
déplacer 100 kg sur 100 mètres, environ 27 volées de marche, exige 100 kJ d'énergie, soit 23,9 calories, ce que les scientifiques appellent des kilocalories, kilocal. Combien de calories brûlées lors d'un marathon? Environ 2600 calories. L'argument calorique en faveur de l'exercice est déprimant. Vous vous rappelez ces 107 calories que vous avez brûlées en passant 1 heure à vous acharner sur votre Stairmaster? N'oubliez pas de soustraire votre métabolisme de base, MB, c'est-à-dire ce que vous auriez brûlé en restant simplement assis sur le canapé à regarder la télé. Pour la plupart des gens, il est d'environ 100 calories par heure, libérées sous forme de chaleur. 7 heures passées sur le Stairmaster équivaut à 7 calories. Mais attendez une minute, combien de calories contiennent cette boisson pour sportifs et cet énorme repas qui ont suivi l'entraînement? N'oubliez pas que vous devez brûler plus de calories que vous n'en ingérez. Cela vous laisse perplexe et vous énerve? Vous avez bien raison. Comme toujours, c'est la pièce la moins importante du puzzle qui est mise en avant. Mais pourquoi les scientifiques s'attardent-ils tant sur les calories? C'est simple, c'est une variable facile à évaluer et très répandue dans les publications. Pour le chercheur qui convoite une chaire, un financement ou des contrats lucratifs avec l'industrie, la loi est de publier le plus possible. Si votre étude doit tester 100 ou 1000 sujets et que vous n'avez les moyens de mesurer que quelques données simples, vous avez tout intérêt à les présenter comme extrêmement importantes. Hélas, ce n'est pas une manière de vivre sa vie, pas plus que se brûler les fesses sur la selle d'un vélo en salle de sport. Au lieu de nous intéresser à l'élimination des calories dans un exercice, nous allons examiner 2 voies peu explorées, la chaleur et les hormones. Détendez-vous, vous allez pouvoir manger autant que vous voulez et même davantage. De nouveaux pots d'échappement vont résoudre le problème. Un médicament, c'est un médicament. Qualifier une substance de médicament, de complément alimentaire, produit sans ordonnance ou alicament, c'est faire une distinction juridique et non biochimique. Aucun de ces termes ne signifie que la substance est sans danger et efficace. Une herbe vendue légalement peut être tout aussi mortelle qu'un stupéfiant. On trouve de tout dans les compléments alimentaires, qui sont souvent des molécules impossibles à breveter, donc peu attrayantes pour les laboratoires. L'un peut faire baisser votre taux de cholestérol de 222 à 147 en 4 semaines, comme je l'ai expérimenté, et un autre peut être absolument sans effet. Vous pensez que les produits naturels sont plus sûrs que ceux de synthèse? Les petits pois sont tout à fait naturels, l'arsenic aussi. L'hormone de croissance humaine, HGH, peut être extraite des cerveaux des cadavres tout à fait naturels, mais elle véhicule hélas souvent la maladie de Creutzfeldt-Jakob et c'est pour cette raison qu'elle est désormais fabriquée avec de l'ADN recombinant. En dehors des aliments complets, que nous aborderons dans la catégorie aliments, tout ce que vous absorbez et qui a un effet, que ce soit une crème, une piqûre, une pilule ou une poudre, est un médicament. Traitez-les donc comme tels. Ne vous laissez pas berner par des étiquettes. L'objectif de recomposition des 10 kg. Pour la vaste majorité des auditeurs qui pèsent plus de 54 kg, 10 kg de recomposition, je définis ce concept plus bas, vous permettront de vous sentir et d'apparaître comme neuf. Je vous propose donc d'adopter cet objectif. Si vous pesez moins de 54 kg, optez pour un objectif de 5 kg. Pour tous les autres cas, 10 kg est votre nouveau but spécifique. Même si vous avez 40 kg ou plus à perdre, commencez par 10. Ce chiffre apparaît comme le seuil critique. Le terme de recomposition est important. Il ne signifie pas une perte de poids de 10 kg, mais un changement d'apparence. Une recomposition de 10 kg peut revenir à perdre 10 kg de graisse ou gagner 10 kg de muscle, mais il s'agit le plus souvent de perdre 7 kg de graisse et gagner 3 kg de muscle ou quelque chose d'approchant. Dessiner le meilleur physique implique de soustraire et d'additionner. Le curseur des 100 unités, alimentation, médicaments et exercice. Comment arrive-t-on à ces 10 kilos? Imaginez une règle pourvue de 2 curseurs qui nous permettraient de la diviser en 3 zones représentant respectivement alimentation, médicaments et exercice. Une répartition égale donnerait ceci: 33% alimentation, 33% médicaments, 33% exercice. Il est possible d'atteindre notre objectif de recomposition de 10 kg avec n'importe quelle combinaison des 3, mais certaines répartitions sont meilleures que d'autres. Par exemple, avec 100% de médicaments,
vous pourrez atteindre l'objectif, mais cette solution aura le plus d'effets secondaires à long terme. Il en sera de même avec 100% d'exercice, mais en cas de blessure ou de difficulté, vous retournerez rapidement à la case départ. 100% médicaments égale effet secondaire. 100% exercice égale risque de blessure. Voici le ratio de la plupart des cas de diminution des graisses étudiés dans ce livre. 60% alimentation, 10% médicaments, 30% exercice. Si vous n'êtes pas en mesure de suivre le régime qui vous est prescrit, comme c'est souvent le cas si vous voyagez beaucoup ou que vous êtes végétarien, vous devrez déplacer les curseurs pour augmenter le pourcentage d'exercice et de médicaments. Par exemple, 10% alimentation, 45% médicaments, 45% exercice. Il n'est pas nécessaire de respecter précisément les chiffres, mais il est capital de ne pas oublier que les circonstances peuvent contrecarrer nos projets. La priorité est d'apprendre les principes de l'alimentation et de l'exercice, qui sont les pierres angulaires du système. Les pourcentages dépendent également de vos préférences personnelles et de votre adhésion, comme nous le verrons plus loin. Le test du Chatterton. Est-ce qu'il tient ? Consommer une laitue par jour est efficace pour perdre de la masse grasse et maîtriser son taux d'insuline, à condition que vous soyez impatient nécessitant des mesures radicales, comme un diabétique de type 1 atteint d'obésité morbide. Selon leur médecin, ces individus ont le choix entre adopter ce régime ou mourir. On ne s'étonnera pas que leur adhésion soit incroyable. Pour une personne qui veut perdre 10 kilos, mais qui se soucie de l'allure de ses fesses dans un jean, l'adhésion sera infime. Éplucher ou couper des légumes et nettoyer son robot de cuisine 3 fois par jour ne peut conduire qu'à une chose, l'abandon de la méthode. Cela signifie-t-il qu'elle ne fonctionne pas ? Non, seulement qu'elle échoue la plupart du temps. Il faut éviter toutes les méthodes dont le taux d'échec est élevé, même si l'on croit appartenir à la minorité assidue. Quand on entreprend un régime, on croit toujours en faire partie au début. Prenez l'adhésion au sérieux. Observerez-vous scrupuleusement un régime jusqu'à ce que vous atteigniez votre objectif ? Si ce n'est pas le cas, choisissez une autre méthode, même si elle est moins efficace. Mieux vaut suivre assidûment une méthode moyenne qu'opter pour la méthode parfaite et renoncer. Ne confondez pas récréation physique et exercice. La récréation physique peut prendre des formes variées. Baseball, natation, yoga, escalade, la liste est infinie. En revanche, l'exercice consiste à exécuter un ensemble de mouvements précis qui produiront le changement escompté. C'est tout. Dans le cas de la récréation, il est pratiquement impossible de définir des relations de cause à effet car les variables sont trop nombreuses. Un exercice efficace est simple et mesurable. La récréation physique est une excellente chose. J'adore courir avec un chien en forêt. Cependant, dans le contexte présent, l'exercice est destiné à réduire la masse grasse, accroître la masse musculaire ou améliorer la performance. La récréation, c'est pour s'amuser. L'exercice, pour provoquer des changements. Ne confondez pas les deux. Ne confondez pas la corrélation avec la cause et l'effet. Vous voulez ressembler à un marathonien sec et nerveux ? Entraînez-vous comme un marathonien. Vous voulez ressembler à un sprinter musclé et dessiné ? Entraînez-vous comme un sprinter. Vous voulez ressembler à un basketteur et mesurer 2 mètres ? Entraînez-vous comme un basketteur. Attendez, là ça ne marche pas. Ni dans les 2 premiers exemples. C'est une logique tordue qui séduit par son simplisme. Voici les 3 questions qu'il faut se poser pour éviter des erreurs du même genre. 1. Se peut-il que la causalité soit inversée ? Par exemple, que les individus naturellement musclés et dessinés choisissent souvent d'être sprinteurs ? Eh bien, oui. 2. Confondons-nous absence et présence ? Par exemple, si on admet qu'un régime sans viande augmente l'espérance de vie de 5 à 15%, se peut-il que ce soit la présence de légumes et non l'absence de viande qui allonge la durée de vie ? C'est très certainement le cas. 3. Se peut-il que dans une certaine catégorie de population, d'autres variables soient responsables de la différence ? Par exemple, si on admet que le yoga améliore la santé cardiaque et que le groupe étudié comprend des individus appartenant à la classe supérieure, se peut-il qu'ils soient en conséquence plus disposés que le groupe de référence à mieux s'alimenter ? Vous pouvez le parier à coup sûr. L'idée n'est pas de spéculer sur des centaines d'explications possibles. L'idée est d'être sceptique, surtout à l'égard des gros titres sensationnalistes.
La plupart des nouvelles études présentées par les médias se fondent au mieux sur des observations pour établir une corrélation. A se produit quand B se produit, par la causalité, A est la cause de B. Si je me gratte le nez quand le film est interrompu par la publicité, est-ce moi qui ai causé l'interruption? Ce n'est pas une énigme, c'est un raccourci. La corrélation ne prouve pas la causalité. Soyez sceptique quand quelqu'un vous dit que A est la cause de B, car il a tort, une fois sur deux. Utilisez le yo-yo, lancez-vous dans le cycle. Les régimes yo-yo ont mauvaise réputation. Au lieu de vous punir, d'aller chez le psy, ou de dévorer un gros gâteau parce que vous avez compromis votre régime en mangeant un unique biscuit, écoutez ce que je vous dis, c'est normal. Manger plus, puis moins, puis plus, etc., est une pulsion que nous pouvons utiliser pour atteindre notre objectif plus rapidement. C'est quand on essaye de l'empêcher, qu'on tente de s'en tenir à un régime basse calorie par exemple, que le yo-yo devient pathologique. En revanche, prévoir l'excès alimentaire à un moment précis résout le problème au lieu de le provoquer. Les grands bodybuilders du monde entier le savent, et même lors de la phase de régime précédant une compétition, ils suivent un cycle d'apport calorique pour éviter le dérèglement hormonal. Par exemple, la conversion de l'hormone thyroïdienne T4 en T3, thermogéniquement plus active. L'apport calorique moyen peut être de 4000, mais le cycle peut se présenter comme ceci. Lundi 4000, mardi 4500, mercredi 3500, etc. Ed Coan, surnommé le Michael Jordan de l'haltérophilie, a remporté plus de 70 records mondiaux dans sa discipline. Entre autres, il a soulevé sans élan l'incroyable poids de 408,6 kg alors qu'il pesait lui-même 99,8, battant même des poids super lourds. Son entraîneur de l'époque, Marty Gallagher, déclara sans plus s'émouvoir que « maintenir une condition physique optimale tout au long de l'année est le plus sûr moyen de finir à l'asile ». Vous pouvez faire des excès à condition de choisir le bon moment. Le mieux, c'est que ces cycles planifiés accélèrent le progrès au lieu de le ralentir. Oubliez l'équilibre et adoptez le cycle. C'est le facteur clé de la transformation corporelle. Prédisposition et prédestination, n'accusez pas vos gènes. Les marathoniens kenyans sont légendaires. À une exception près, les Kenyans ont remporté les 12 derniers marathons de Boston. Aux Jeux olympiques de 1988, ils ont remporté l'or dans le 800 mètres, le 1500 mètres et le 5000 mètres, ainsi que le steeple de 3000 mètres. Avec une population de 30 millions, la probabilité statistique d'un tel événement dans une compétition internationale, comme les JO, est d'environ 1 pour 1,6 milliard. Si vous avez fréquenté l'univers du sport durant un certain temps, vous devinerez la composition de leurs fibres musculaires, un trait héréditaire, contraction lente. Mais voici où est le problème. Il semble que ce ne soit pas totalement vrai. Les chercheurs qui ont pratiqué des biopsies sur les coureurs kenyans ont découvert avec surprise une proportion élevée de fibres à contraction rapide, comme on en trouve chez les sprinteurs. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'ils s'entraînent fréquemment sur des distances courtes avec une intensité élevée. Si vous êtes en surpoids, et vos parents également, vous aurez tendance à accuser la génétique. Mais ce n'est pas la seule explication possible. Qu'est-ce qui vous a été transmis? Les gènes de l'obésité ou de mauvaises habitudes alimentaires? Après tout, les gens en surpoids ont souvent des animaux en surpoids. Même si vous êtes prédisposé au surpoids, vous n'êtes pas prédestiné à l'obésité. Eric Lander, qui dirige le projet Génome humain, a souligné à maintes reprises combien il est vain de prétendre l'impuissance devant le déterminisme génétique. Les gens pensent que, comme les gènes jouent un rôle dans certains domaines, ils déterminent tout. Nous ne cessons d'entendre dire « c'est entièrement génétique, je ne peux rien y faire ». C'est absurde. Quelque chose qui a une composante génétique n'est pas immuable pour autant. N'acceptez pas la prédisposition. Rien ne vous y oblige et nous pouvons nous alimenter et nous entraîner pour atteindre un avenir physique différent. Les gènes à eux seuls ne peuvent pas être responsables de la diversité de caractéristiques que nous constatons autour de nous. L'ARN messager, ARNM, est à présent considéré comme le responsable d'une grande partie de cette diversité et voici le point positif. Tout comme vous pouvez activer ou désactiver des gènes, vous pouvez influencer considérablement l'ARNM à travers l'environnement.
et même désactiver entièrement certains processus. Il est possible de réorienter votre profil génétique. À partir de maintenant, vous ne pourrez plus invoquer un mauvais bagage génétique comme excuse. Éliminez la propagande et les termes nébuleux. Le terme aérobic est apparu quand les instructeurs des salles de sport se sont réunis et se sont dit « Si on doit facturer l'heure de cours à 10 $, on ne peut pas dire que ça consiste juste à sauter sur place. » Rita Rodner. Voici la question que vous devez apprendre à vous poser devant toute publicité ou discours commercial. Si cette méthode, produit, régime, etc., ne fonctionne pas comme annoncé, quel intérêt peut-il y avoir à la commercialiser? Des cours d'aérobic? La raison qu'on vous donne, l'aérobic est plus efficace que la méthode X. La véritable raison de sa promotion, il n'y a pas d'investissement à faire en équipement et la salle peut entasser un maximum d'élèves au mètre carré. Nombre de recommandations, nouvelles et améliorées, sont d'abord basées sur un calcul du bénéfice et on justifie la méthode a posteriori. Le jargon marketing et les termes ambigus n'ont pas leur place dans 4 heures ni dans vos efforts. Ils peuvent apparaître dans les conversations avec des amis qui, en s'efforçant de vous aider, feront plus de mal que de bien. Si vous n'êtes pas préparé, de telles conversations peuvent faire dérailler tout un programme. Il y a 2 catégories de termes que vous ne devez jamais prononcer ni entendre, et d'abord le jargon marketing, qui comprend tous les termes utilisés pour faire peur ou vendre, mais n'ont aucun fondement physiologique. Raffermissement, cellulite, renforcement, modelage, aérobic. Le mot cellulite, par exemple, est apparu pour la première fois le 15 avril 1968 dans Vogue, et cette affection inventée a rapidement connu des soutiens dans le monde entier. La cellulite est de la graisse. Elle n'a rien de particulier. Ce n'est ni une maladie, ni un problème spécifiquement féminin et insoluble. On peut la faire disparaître. Moins évident, mais souvent plus dangereux que le jargon marketing, les termes pseudo-scientifiques tellement ressassés qu'ils n'ont plus réellement de sens. Santé, fitness, optimal. Pour éliminer les termes à proscrire dans la transformation du physique, la question à poser est « est-ce mesurable ?» Je veux juste être en bonne santé, ne marche pas. Je veux augmenter mon taux de cholestérol HDL et améliorer mon temps sur 1000 mètres, est une formulation valable. La bonne santé est sujette au mode et au régime du moment. Inutile. Le terme optimal est également clamé partout. Votre taux de progestérone peut baisser jusqu'au niveau normal, mais n'est pas optimal. La question rarement posée devrait être « optimal pourquoi ?» L'entraînement au triathlon? L'augmentation de la durée de vie de 40%, l'augmentation de la densité osseuse de 20%, avoir une vie sexuelle débridée. Le sens du mot optimal dépend entièrement de la nature de votre objectif, lequel doit être chiffré précisément. Optimal est louable, mais seulement quand on identifie clairement pourquoi. Dans le cas contraire, considérez optimal comme un terme trompeur. Pourquoi une calorie n'est pas une calorie? Les calories sont toutes semblables, qu'elles proviennent du bœuf ou du bourbon, du sucre ou de l'amidon, ou du fromage et des biscuits. Trop de calories, cela reste trop de calories. Fred Ster, fondateur et ancien président du département nutrition de l'Université d'Harvard. Cette citation est incroyablement ridicule, mais examinons la question sous un angle plus rationnel, les scénarios hypothétiques. Scénario 1. 2 jumeaux identiques consomment exactement les mêmes aliments pendant 30 jours. La seule différence, l'un des sujets sort d'un fort traitement aux antibiotiques et sa flore intestinale affaiblie ne lui permet pas une bonne digestion. Leur constitution physique sera-t-elle la même au final? Évidemment que non. Règle numéro 1, ce qui compte, ce n'est pas l'aliment que vous absorbez, c'est qu'il pénètre dans votre circulation sanguine. S'il se contente de la traverser, cela ne compte pas. L'inventeur de la calorie, le chimiste du 19e siècle Wilbur Rollin Atwater, ne disposait pas de la technologie que nous possédons aujourd'hui. Il incinérait les aliments. L'incinération n'équivaut pas à la digestion humaine. Manger une bûche n'apporte pas autant de calories que la faire brûler. Le ventre a du mal à digérer l'écorce, comme beaucoup d'autres choses. Scénario 2. 3 femmes d'âge et constitution physique identique consomment chacune 2000 calories quotidiennes pendant 30 jours. Le sujet 1 ne consomme que du sucre. Le 2, uniquement du blanc de poulet. Et le 3,
uniquement de la mayonnaise. 2000 calories représentent 19 cuillerées à soupe si vous voulez essayer. Leur constitution physique sera-t-elle la même au final? Évidemment que non. Règle numéro 2, les réponses hormonales aux glucides, aux protéines et aux lipides sont différentes. D'innombrables études cliniques montrent que les calories du bœuf ne sont pas les mêmes que celles du bourbon. Les protéines, pour commencer, provoquent une thermogénèse alimentaire plus élevée que les glucides ou les lipides. Plus simplement, dans la digestion, le pourcentage de calories perdues par les protéines est plus élevé que pour les glucides ou les lipides. Cela a conduit certains scientifiques à avancer que les 4 calories par gramme attribuées aux protéines devaient être réduits de 20%, soit 3,2 calories par gramme. L'une de ces études, menée par Kelwick et Pawan, a comparé 3 groupes soumis à des régimes de sevrage identiques, isocaloriques, composés respectivement à 90% de protéines, 90% de glucides et 90% de lipides. Et les résultats étaient clairement différents. 1000 calories pour 90% de lipides égale perte de poids de 400 grammes par jour. 1000 calories pour 90% de protéines égale perte de poids de 270 grammes par jour. 1000 calories pour 90% de glucides égale perte de poids de 100 grammes par jour. Source de calories différentes égale résultats différents. Parmi les facteurs qui affectent l'assimilation des calories et qui peuvent être modifiés afin de diminuer la masse grasse et d'augmenter la masse musculaire, il y a la digestion, le ratio protéines-glucides et les horaires. Nous allons étudier les 3. Marketing de base, le sexisme fait vendre. Plus de la moitié des exemples donnés dans ce livre sont des femmes. Les spécialistes du marketing ont conditionné les femmes à croire qu'elles avaient besoin de régimes et programmes spécifiques pour femmes. C'est un exemple du capitalisme dans ce qu'il a de pire, inventer des besoins et provoquer la confusion. Cela signifie-t-il que je vais recommander à une femme exactement la même chose qu'à un culturiste de 110 kg qui veut des biceps de 50 cm de diamètre? Évidemment que non. Leurs objectifs sont différents. Mais 99% du temps, hommes comme femmes désirent exactement la même chose, moins de graisse et un peu plus de muscles là où il faut. Mais figurez-vous que dans 99% des cas, hommes et femmes devraient en conséquence faire exactement la même chose. En moyenne, les femmes ont moins d'un 10e, souvent moins d'un 40e de testostérone que les hommes. La recette biochimique ne provoquant pas une croissance musculaire rapide, sauf si vous êtes un cas exceptionnel, dans le cadre de ce livre, oubliez toute crainte de devenir massive. Même si vous réagissez lentement, lorsque vous observerez des changements, vous pourrez laisser de côté certains éléments ou réduire la fréquence. N'imaginez pas que vous risquez de vous lever un beau matin avec la carrure de Hulk après un simple entraînement. Cela n'arrivera pas, même si beaucoup d'hommes aimeraient bien. Vous aurez amplement le temps de régler plus finement votre entraînement au fur et à mesure. Une objection potentielle des scientifiques. Les femmes n'ont-elles pas plus de fibres musculaires à détente lente? Cela n'implique-t-il pas qu'elles doivent s'entraîner différemment? Je réponds que non, et je ne suis pas le premier. D'après les données de cet ouvrage et la littérature sur le sujet, vous verrez que, premièrement, la composition des fibres musculaires peut être modifiée, et deuxièmement, que vous devez manger et vous entraîner en vue de l'objectif fixé et non en fonction de votre condition présente. Ne soyez pas une victime du sexisme dans le sport. C'est presque toujours une escroquerie ou un argument commercial. La case départ. Le commencement et le soirage. Au niveau individuel, le soirage, autogouvernance en hindi, est lié de manière vitale à la capacité à s'évaluer objectivement soi-même, se purifier constamment et s'émanciper de plus en plus. Le soirage, c'est apprendre à se gouverner soi-même. Mahatma Gandhi, La Jeune Inde, 28 juin 1928. L'instant Harajuku. Je ne connaîtrai pas la peur, car la peur tue l'esprit. La peur est la petite mort qui conduit à l'oblitération totale. J'affronterai ma peur. Je lui permettrai de passer sur moi, au travers de moi. Mais lorsqu'elle sera passée, je tournerai mon œil intérieur sur son chemin. Mais là où elle sera passée,
il n'y aura plus rien. Rien que moi. Litanie contre la peur des Bene Gesserit dans Dune de Frank Herbert. La décision de devenir un être humain accompli. La plupart d'entre nous considérons les livres de développement personnel comme une liste de choses à faire et non comme des conseils à suivre. Plusieurs des PDG les plus connus de San Francisco m'ont demandé tour à tour le même service, une fiche listant les étapes pour perdre du ventre. Chacun a été très clair. Dites-moi exactement ce que je dois faire et je le ferai. Je leur ai donné tous les conseils tactiques nécessaires sur une fiche, sachant d'avance ce qui s'ensuivrait. Le taux de réussite a été impressionnant. 0%. Les gens ne savent pas suivre les conseils. Même les gens les plus efficaces du monde en sont incapables. Et ce, pour 2 raisons. 1. La plupart ont des motifs insuffisants pour agir. La douleur n'est pas assez pénible. Ce serait bien, mais ce n'est pas indispensable. Il n'y a pas eu d'instant Harajuku. 2. Il n'y a pas de suivi. Pas de suivi régulier, égale pas de prise de conscience, égale pas de modification du comportement. Le suivi régulier, même si vous n'avez aucune connaissance du sport ou de la perte de poids, est très supérieur au conseil des meilleurs entraîneurs. Mais ce si important instant Harajuku, qu'est-ce que c'est? C'est une révélation qui transforme un « ce serait bien » en « c'est indispensable ». Il ne sert à rien de se lancer tant que ça ne s'est pas produit. Cela concerne la perte de poids autant que l'augmentation de la force, de l'endurance et de l'activité sexuelle. Je peux vous fournir quantité de fiches et de recettes. Il faudra cet instant Harajuku pour donner l'impulsion au changement. Chad Fowler le sait. Chad, directeur du département technologique d'InfoEther, passe une grande partie de son temps à résoudre des problèmes complexes pour ses clients en langage de programmation Ruby. Il co-organise aussi des conférences annuelles, RubyConf et RailsConf, où j'ai fait sa connaissance. Nous nous sommes revus à Boulder, dans le Colorado, où il s'est servi de sa connaissance du Hindi pour m'enseigner les bases du Ruby. Chad est un pédagogue incroyable, très doué pour les analogies, mais j'ai été distrait par un détail qu'il a mentionné dans notre conversation. Il venait de perdre plus de 30 kilos en moins d'1 an. Ce n'est pas la quantité qui m'a fasciné, mais le temps nécessaire. Il était obèse depuis plus de 10 ans et le changement semblait surgir du néant. À mon retour à San Francisco, je lui ai posé une question par email. Quels ont été les moments clés, la dynamique et l'intuition qui vous ont permis de perdre plus de 30 kilos? Je voulais savoir d'où venait la prise de conscience, le déclencheur après 10 ans d'inaction. Sa réponse se trouve dans ce chapitre. Même si perdre du poids ne vous intéresse pas, ces informations clés, accomplissement partiel, données et sursimplification, vous aideront pour soulever 200 kilos, courir 50 km, prendre 20 kilos ou quoi que ce soit d'autre. Mais abordons avant tout une anomalie, le calcul des calories. Je viens de dire tout le mal que j'en pense et j'y inclus l'approche de Chad basée sur les calories pour prouver ma thèse. Ce livre n'existait pas quand Chad a perdu ses kilos, et il y a nettement mieux à faire que calculer des calories. Mais mieux vaut calculer n'importe quoi que ne rien calculer du tout. Si vous êtes en grave surpoids, très faible physiquement, ou toute autre chose de négatif, calculer même la plus médiocre variable vous permettra de développer la prise de conscience qui conduit aux changements comportementaux adéquats. Il n'est pas nécessaire d'être parfait. Il suffit d'être parfaitement clair sur quelques concepts. Les résultats suivront. Je vous présente Chad Fowler. L'instant Harajuku. Pourquoi avais-je passé 10 ans à me dégrader physiquement, à cause d'une mauvaise hygiène de vie, pour me décider seulement maintenant à agir? En fait, je me rappelle le moment précis où j'ai pris la décision. J'étais à Tokyo avec des amis. Nous sommes descendus dans Harajuku pour acheter les vêtements qui ont fait la célébrité de ce quartier. Quelques-uns dans notre groupe étaient très branchés mode et savaient ce qu'ils cherchaient. Après les avoir suivis dans plusieurs boutiques, un ami et moi avons renoncé et attendu dehors pendant qu'ils continuaient leur shopping. C'est là que je lui ai dit « De toute façon, quoi que je porte, je ne ressemble à rien. » Il ne m'a pas contredit. Mais ce n'est pas la question. Le fait est que je me suis retrouvé comme si j'avais dit une énormité en public. Sauf que là, ce n'étaient pas les autres qui me regardaient d'un air réprobateur, mais moi-même. Je me suis rendu compte que c'étaient les paroles de quelqu'un qui se laisse aller. Dans la vie, je suis un homme d'action.
Je décide quelque chose et je fais le nécessaire pour que cela se réalise. J'ai agi ainsi dans ma carrière, pour apprendre la musique, plusieurs langues étrangères, etc. Pendant longtemps, j'ai su que la clé pour se lancer quand on veut devenir quelqu'un de remarquable, c'est simplement d'agir avec l'intention d'être remarquable. Si je veux une carrière exceptionnelle, je ne peux pas me laisser porter par le courant. C'est ce que font la plupart des gens. Ils espèrent quelque chose, mais ils ne font rien pour l'obtenir. S'ils commençaient à agir, ils découvriraient qu'ils avancent sur le chemin de leur objectif. C'était cela mon secret depuis toujours. Arrêter d'espérer et commencer à agir. Et pourtant, j'étais là à parler de ce qui comptait le plus dans ma vie, ma santé, comme si je ne pouvais rien y changer. Cela faisait des années que je me laissais porter par le courant, en espérant un changement. J'étais exactement la chose inerte et incapable que je déteste chez les autres. Je venais de comprendre que je n'étais pas accompli. Si l'élément qui avait déclenché cette prise de conscience était superficiel, les vêtements, il m'a conduit à découvrir un principe très profondément enraciné. À présent, je reconnais que c'est un comportement répandu. Dans le milieu où j'évolue, celui des nerds et des ordinateurs, ce manque d'accomplissement physique est quasiment la norme. Quand j'ai commencé à perdre du poids, le processus s'est révélé non seulement facile, mais aussi agréable. J'ai commencé sans peine. D'abord en faisant attention à ce que je mangeais et en faisant du cardio sans forcer 3 ou 4 fois par semaine. L'idée était d'en faire un peu plus chaque jour. Le premier jour a été facile. Un peu de sport, c'était forcément mieux que l'inaction que j'avais connue jusqu'ici. Si on demande à un obèse s'il est prêt à faire du sport pendant 1 an pour retrouver la forme, il répondra probablement « oui » avec enthousiasme. Le problème, c'est qu'il est presque impossible d'imaginer un résultat à un horizon aussi lointain. Ce qui m'a permis de réussir et de prendre les bonnes décisions, ce fut de m'appuyer sur des données. Je me suis informé sur le métabolisme de base, MB, et j'ai été surpris de voir combien de calories je devais absorber pour rester au même poids. C'était énorme. Cela m'a permis de comprendre que, premièrement, je n'aurais pas de mal à diminuer mon apport calorique, et deuxièmement, que j'avais dû vraiment très mal manger jusqu'ici. Ensuite, j'ai appris que 4000 calories équivalent à 500 grammes de graisse. Je sais que je simplifie, mais sursimplifier fait partie des outils dont je vais parler plus loin. Donc, si 4000 calories représentent à peu près 500 grammes de graisse et que mon MB me permet de supprimer d'énormes quantités de calories par jour, il paraît soudain très simple de perdre beaucoup de poids. Ajoutez à cela les calories que vous brûlez en 30 minutes d'exercice et vous obtenez une formule de ce genre. Métabolisme de base égale 2900. Apport alimentaire égale 1800. Déficit par rapport au régime égale MB moins apport égale 1100. Calories brûlées en 30 minutes de cardio, 500. Déficit total égale déficit par rapport au régime moins calories brûlées en 30 minutes de cardio égale 1600. Cela nous fait donc 1600 calories évitées par jour, soit presque 250 grammes de graisse perdue en un seul jour. En arrondissant, je peux perdre 2,5 kg en 10 jours sans m'entraîner trop dur. Quand on a 25 kg en trop, parvenir à 10% de son objectif aussi rapidement, cela paraît tangible. J'ai mentionné plus haut que tous ces chiffres sont d'une certaine manière des foutaises. Ce n'est pas grave. Quand on pèse 25 à 30 kg de trop, il ne s'agit pas d'être précis et exact, mais de savoir qu'on va dans la bonne direction. Voici un autre chiffre pseudo-scientifique qui peut vous aider. 5 kg correspondent à peu près à une taille de vêtement, XL, L, M. Et c'est extrêmement motivant. J'ai adoré donner mes vêtements et en racheter des neufs. Par ailleurs, voici les principaux changements que j'ai opérés. Petit déjeuner pris au maximum 30 minutes après le réveil et 5 à 6 repas quotidiens de 200 calories chacun. Comment mesurais-je les calories ? Je ne les mesurais pas. Je composais mon régime pour une semaine, j'achetais tous les ingrédients et je m'y tenais scrupuleusement. Dès lors, c'était simple. Au bout d'une semaine, j'ai su à peu près combien de calories contenaient les différentes portions d'aliments et je mesurais au jugé. Compter précisément les calories, c'est démotivant. Se fixer un schéma hebdomadaire en guise de guide, c'est faisable et assez plaisant. Quelques dernières astuces en vrac. J'ai installé un vélo d'appartement sur lequel je pouvais pédaler tout en travaillant. Beaucoup de gens détestent le sport parce que c'est ennuyeux.
Avec ce système, je pouvais regarder un film, rédiger un texte ou chatter avec des amis, tout en restant dans ma zone aérobie. Ce vélo-bureau m'a sauvé. Ainsi qu'un système de mesure. Je me suis acheté un cardiomètre et je l'ai utilisé pour tout, quand je pédalais, pour être sûr que j'obtenais des résultats. Si vous connaissez vos zones de pulsation cardiaque, c'est facile à trouver sur Internet, vous n'éprouverez plus les doutes du profane vis-à-vis du sport. 30 minutes en zone aérobie est un bon exercice qui brûle les graisses. Calculer le nombre de calories brûlées, un bon cardiomètre vous le dira, est amusant et motivant. Je me suis mis à porter l'appareil toute la journée, même pour les tâches ménagères. Quand on y met du sien, faire le ménage permet de brûler des calories. Développer les muscles est, comme vous le savez, l'une des meilleures manières de brûler des graisses. Mais les nerds ne savent pas comment s'y prendre. J'ai donc engagé une coach pour apprendre. J'aurais pu m'en passer après quelques cours, puisque j'avais appris la bonne manière de procéder, mais je l'ai gardé. Pour finir, il n'y a pas de secret. La réponse est simple. Faire un régime et du sport. Il n'y a pas de miracle. J'ai utilisé des informations que tout le monde peut obtenir et j'ai laissé la biologie opérer. Ma période d'essai a duré 20 jours et j'ai perdu un nombre respectable de kilos. Mieux encore, j'ai commencé à me réveiller en pensant au sport parce que cela me faisait du bien. Cela a été facile. Cela a été facile pour Chad grâce à son instant Harajuku. Et parce qu'il a utilisé les chiffres. Au chapitre suivant, vous aurez droit au vôtre. C'est là que cela va devenir intéressant. Passez dans l'annexe pour voir les photos de la transformation de Chad Flower, numéro 2. La graisse introuvable. Où en êtes-vous vraiment ? Le premier principe est de ne pas se faire d'illusions alors que vous êtes la personne la plus facile à tromper au monde. Richard P. Feynman, physicien et prix Nobel. Connais-toi toi-même. Inscription au frontispice du temple d'Apollon de Delphes. Vous pensez que la graisse se trouve seulement sous la peau ? Oubliez. L'IRM dans l'annexe numéro 3 compare une femme de 110 kg et une de 54 et montre les importants dépôts graisseux autour des organes internes, conséquence des aliments mal digérés. Email d'info du sujet X, sexe masculin. 27 décembre 08. Poids de départ, 111 kg. 30 janvier 09, fin du mois 1, 103 kg. 1er mars 09, fin du mois 2, 100,6 kg. Trop peu de protéines le matin au cours des 4 dernières semaines. J'ai ajouté 30 grammes 30 minutes après le lever pour relancer la perte de graisse. 2 avril 09, fin du mois 3, 92,5 kg. Perte de poids sur 90 jours, 18,5 kg. 1er mai 09, fin du mois 4, 90,7 kg. 1er juin 09, fin du mois 5, 87,5 kg. 1er juillet 09, fin du mois 6, 84,5 kg. 31 juillet 09, fin du mois 7, 84 kg. C'est un peu démoralisant de n'avoir perdu que 3,5 kg ces 2 derniers mois. En ce qui concerne mon entraînement, je fais 5 mouvements de base. Le sujet souffre de multiples traumatismes au genou et ne peut mobiliser les membres inférieurs. Les 2 poids que je t'indique sont celui du début de mon programme et mon poids actuel. Presse-épaule, 10 répétitions lentes, 7 kg, 34 kg. Tirage vertical, 8 répétitions lentes, 23 kg, 61 kg. Développé couché, 8 répétitions lentes, 13 kg, 41 kg. Tirage horizontal, 8 répétitions lentes, 23 kg, 54 kg. Biceps, 12 répétitions lentes, 7 kg, 23 kg. Le sujet X, 65 ans, était déprimé par la lenteur de sa perte de poids. La question est, devait-il l'être ? La balance trompeuse. D'après la liste de ses exercices, il a connu d'importants gains en force au cours des 3 mois où il a subi les plus faibles pertes de poids. À mon avis, il ne s'agit pas d'une coïncidence. Il avait presque triplé sa force dans tous les mouvements. Cela équivaudrait à une perte de masse grasse réelle de 8 kg et non des 3,5 kg indiqués par la balance. Son gain musculaire a ralenti après cet email, et la perte de masse grasse s'est de nouveau manifestée sur la balance. Il est passé de 84 kg à 78,5, soit une perte totale de poids de 32,5 kg.
Mais en termes de masse grasse, c'est impossible à chiffrer. Dans la précipitation du début, j'avais omis de lui demander de mesurer son indice de masse grasse. C'était le cadet de mes soucis. Pour la première fois de ma vie, je voyais mon père peser moins que moi. Lors de son check-up annuel 4 mois plus tard, le médecin déclara « Vous vous rendez compte que vous êtes plus jeune aujourd'hui que l'an dernier? Vous allez vivre éternellement ?» C'était un net contraste avec ses 111 kilos pour 1,67 m un an plus tôt. En 12 mois, mon père était passé de risque cardiaque ambulant à personne faisant 10 ans de moins que son âge. Malgré tout, ces résultats l'avaient déprimé au moment précis où il aurait dû triompher. Et ce genre d'incident peut gâcher tout un programme et des mois de progrès. Comment empêcher les moments de doute inutiles? Il suffit de quelques chiffres simples pour diriger le navire, pour savoir si tout fonctionne ou non. Choisir les bons outils. Quand on utilise un appareil grossier comme une balance, on conclut fréquemment que l'on ne progresse pas, alors qu'en réalité on fait des progrès énormes. Cela conduit à des efforts démoralisants qui font plus de mal que de bien. Pour atteindre l'objectif de recomposition de 10 kg, vous devez noter les chiffres adéquats. La balance est un outil indispensable, mais ce n'est pas le seul. Quand on n'a pas de GPS, on ne sait jamais à quelle distance on se trouve de sa destination. Dans le remodelage du corps, la destination est le meilleur ratio de composition physiologique. Quelle proportion de votre corps est du muscle utile et quelle proportion est de la graisse inutile? Nos fidèles compagnons seront les mesures de taille et de masse grasse. À la fin de ce chapitre, vous disposerez d'un point de départ pour votre GPS physique. Cela vous guidera jusqu'à votre objectif de recomposition de 10 kg. La taille est facile à mesurer avec un mètre de couturière. Nous verrons cela en détail à la fin du chapitre. Mais comment mesure-t-on le pourcentage de masse grasse? Il se trouve qu'il y a plusieurs méthodes et que les plus courantes sont les pires. Écorcher le chat. Sur une période de 24 heures, du 3 au 4 octobre 2009, j'ai effectué plus d'une dizaine de mesures de la masse grasse en utilisant le matériel le plus simple et le plus sophistiqué. Voici quelques-uns des résultats du plus bas au plus haut. 7% compas à calibrer Slim Guide 3 points. 7,1% à 9,4% AccuMeasure. 9,5% Ultrason Bodymetrics. 11,3% DEXA. 13,3% BotPod. 14,7 à 15,4% impédance bioélectrique portable Omron. La deuxième mesure après avoir bu 2 litres d'eau. 15,46 à 16,51% compas calibré Slim Guide 4 points. La fourchette va de 7 à 16,51%. Quelle mesure est juste? En fait, aucune. Et en plus, cela n'a aucune importance. Il faut simplement s'assurer que la méthode choisie reste la même. Le tableau numéro 4 dans l'annexe détaille les différentes techniques que j'ai envisagées, de la moins fiable à la plus fiable. Ces taux d'erreur concernent des professionnels formés et des conditions de mesure optimales, c'est-à-dire une bonne hydratation pour l'impédance bioélectrique. Les méthodes sont classées d'après leur pourcentage d'erreur, du plus élevé au plus faible. Après avoir effectué des dizaines d'essais sur de nombreux sujets et pris en compte la cohérence et la commodité, y compris le coût, 3 grands gagnants se sont détachés. Bien sûr, dans un monde idéal, on utiliserait rayons X et IRM, mais je les ai laissés de côté à cause des radiations et du coût. 1. DEXA. 2. BotPod. 3. Ultrason Bodymetrics. Le top 3. DEXA. J'ai préféré l'absorptiométrie biphotonique à rayon X, DEXA, qui coûte de 50 à 100 $ par séance, car elle fournit des informations précieuses en dehors du pourcentage de masse grasse. Le GE Lunar Prodigy, l'appareil que j'ai utilisé, est conçu pour tester la densité osseuse et divise le corps en différentes zones. Si l'ostéoporose ne vous inquiète pas, en quoi est-ce intéressant? Parce que l'appareil met en lumière les déséquilibres musculaires entre les parties gauche et droite du corps. Dans mon cas, bras gauche 4,6 kg, bras droit 4,7 kg. Ce n'est guère surprenant puisque je suis droitier. Jambe gauche 12,4 kg, jambe droite 12,8 kg. Torse côté gauche 18,9 kg, torse côté droit 17,9 kg. Passez dans l'annexe pour voir l'image de mon scan DEXA numéro 5. Comme nous le verrons dans Préparation,
se prémunir contre les blessures exige de corriger le déséquilibre gauche-droite. En 5 à 10 minutes, le DEXA vous donne une image claire des déséquilibres de masse qui peuvent échapper même à d'excellents thérapeutes après des heures d'observation. BotPod. Pour un prix de 25 à 50 $, le BotPod, qui utilise le déplacement d'air, est comparable à la pesée hydrostatique sous l'eau. Le sujet s'assoit dans une capsule hermétique et les variations de pression d'air déterminent la composition de l'organisme. Infiniment plus rapide et confortable que la pesée sous l'eau, le BotPod est l'appareil de mesure officiel de la masse grasse de la National Football League. À la différence des compas et d'autres méthodes, le BotPod peut accueillir des sujets obèses de plus de 240 kg. Bodymetrics. Le Bodymetrics est un appareil à ultrasons portable qui vous indique l'exacte épaisseur de graisse en millimètres à l'endroit où vous le posez. C'est l'appareil que j'ai utilisé le plus souvent et je continue. Les ultrasons servent depuis plus de 10 ans à déterminer les caractéristiques musculaires et graisseuses du bétail. Il est étonnant qu'il ait fallu tant de temps pour qu'il soit utilisé dans l'univers du sport. L'appareil de dernière génération, qui tient dans une poche, se relie à n'importe quel ordinateur par câble USB. Il est désormais utilisé par les plus grandes équipes de football du monde. Son utilisation est simplissime et j'ai pu obtenir des mesures en moins de 2 minutes et les charger sur mon ordinateur. Au lieu de chercher une salle de sport qui loue cet appareil, j'ai préféré en acquérir un. À 2000 $, cela en vaut la peine. Une version à 500 $ est en cours de développement. Vous n'arrivez pas à trouver tout cela? Si vous utilisez un compas ou l'impédance bioélectrique, ou si vous vous en servez parallèlement aux outils du top 3, voici les points critiques à prendre en compte. 1. Ne comparez jamais les résultats avant-après de différents appareils. De la même manière, ne comparez pas les différents algorithmes d'un même appareil. Utilisez toujours le même appareil et le même algorithme. Par exemple, Jackson Pollock 3 points. Les résultats d'appareils différents ne peuvent pas être comparés. Lors de mon marathon de mesure, j'ai obtenu 13,3% avec le BotPod et 11,3% avec le DEXA. Imaginez que j'ai fait le contraire. J'aurais conclu à tort que j'avais pris 1% de masse grasse alors que j'aurais vu une perte de 1% si j'avais utilisé le BotPod lors des 2 mesures. 2. Si vous choisissez l'impédance bioélectrique ou bioimpédance, votre hydratation doit être constante. Avec les appareils de bioimpédance, j'ai pu faire monter mon pourcentage de masse grasse de presque 1% en 5 minutes en buvant 2 litres d'eau entre 2 mesures. Voici une approche simple pour régler le problème de l'hydratation. Dès le lever, buvez 1,5 litre d'eau froide. L'eau froide contribue à la diminution des graisses à la même température chaque jour et attendez 30 minutes. Urinez, puis testez-vous. Ne buvez et ne mangez rien d'autre avant la mesure. 3. Si vous utilisez un compas, conservez le même algorithme. Même avec le même compas, un calcul différent aboutit à un résultat différent. Je vous suggère de demander à votre entraîneur d'utiliser un algorithme Jackson Pollock 3 ou 7 points, celui qui donne les résultats les plus cohérents. Démarrez votre GPS physique, les étapes. Entreprendre un programme de recomposition sans mesure, c'est comme planifier un voyage sans connaître l'adresse de départ. Je vous garantis que vous le regretterez. Ne partez pas à l'aveuglette. Mon père, qui a perdu plus de 32 kilos et plus que triplé sa force, s'en veut toujours de ne pas avoir mesuré sa masse grasse. Faites un petit sacrifice financier pour obtenir ces informations. Ensuite, 1. Prenez la mesure de votre taille avant. Il suffit d'un mètre de couture pour procéder à 4 mesures. Les 2 bras au milieu du biceps, la taille à la hauteur du nombril, les hanches à l'endroit le plus large et les 2 jambes à mi-cuisse. La somme de ces chiffres est votre mesure totale, MT. Toute modification de ce chiffre est facile à remarquer. 2. Évaluez votre pourcentage de masse grasse, %mg, avec le guide visuel de la masse grasse décrit plus loin. 3. Choisissez le meilleur appareil et prenez rendez-vous. Si votre %mg est supérieur à 30, évitez le compas et utilisez DEXA, BotPod ou les ultrasons dans cet ordre. Si vous n'en trouvez pas, prenez la bioimpédance et suivez les règles d'hydratation. Si vous êtes en dessous de 25, choisissez tout de même l'un de ces 3 appareils. Si vous n'en trouvez pas, optez pour le compas avec un professionnel qualifié, toujours le même à chaque visite, en demandant un algorithme Jackson Pollock 3 ou 7 points. S'ils ne sont pas disponibles, utilisez un autre algorithme qui comprend une mesure des jambes et au moins 3 points au total.
La graisse au niveau des jambes est difficile à voir et doit être mesurée. Gardez en mémoire le nom de l'algorithme utilisé. Outils et astuces. Vous les trouverez dans l'annexe numéro 6. En un coup d'œil, guide visuel de la masse grasse. Quels doivent être vos objectifs concernant la masse grasse? Pour la plupart des individus, je propose ce point de départ. Homme, si vous êtes obèse, objectif 20%. Si vous avez juste quelques rondeurs, objectif 12%. Femme, si vous êtes obèse, objectif 25%. Si vous avez juste quelques rondeurs, objectif 18%. Si vous désirez atteindre 5%, nous verrons cela plus loin. Utilisez les illustrations numéro 7 dans l'annexe et les descriptions, ce qui vous sera le plus utile, pour estimer votre pourcentage de masse grasse actuelle. Regardez les images avant de poursuivre par le texte. Les pourcentages et descriptions suivants rendent compte d'une mesure à l'aide d'un compas professionnel sur un homme, mais les données sont utilisables pour les femmes. Gardez en tête que, le compas mesurant un pli cutané, le résultat tient compte de la graisse et de l'eau sous-cutanée. 20% de masse grasse. Aucune définition musculaire visible et seulement une imperceptible séparation entre les principaux groupes musculaires, si ceux-ci sont importants et développés. 15% de masse grasse. Une certaine séparation musculaire apparaît entre les épaules, deltoïdes et les bras. Les abdominaux ne sont pas visibles. 12% de masse grasse. La séparation est plus visible, en particulier sur le torse et le dos, et les abdominaux commencent à apparaître. Sous un éclairage tombant favorable, peut donner l'impression d'un début de tablette de chocolat. 10% de masse graisseuse. La séparation musculaire est plus prononcée sur les bras, la poitrine, les jambes et le dos, et les abdominaux apparaissent s'ils sont contractés. De 7 à 9% de masse grasse. Les abdominaux sont nettement visibles en permanence, la vascularité est saillante sur les bras, la séparation sur la poitrine et le dos est évidente et le visage commence à paraître plus anguleux. De 5 à 7% de masse grasse. Des striations apparaissent sur les grands groupes musculaires contractés. La vascularité apparaît sur le bas de l'abdomen et les jambes. Les culturistes professionnels visent souvent cette étape pour le jour de la compétition. Dans l'annexe numéro 7, vous trouverez les illustrations convaincantes. Chers auditeurs, j'espère que vous avez aimé le livre. Vous pouvez écouter la version intégrale en suivant le lien dans la description. Nous vous souhaitons tout le meilleur et espérons que nos livres changeront votre vie pour le mieux.